très ravie de vous retrouver pour cet épisode inédit spécial bébé et maman. Si j'ai voulu consacrer ce numéro à la parentalité, c'est parce qu'aujourd'hui encore, beaucoup de mères et beaucoup de parents avancent entre doute, solitude et manque réel d'accompagnement. La maternité est souvent idéalisée, mais la réalité, elle, est faite de questions, d'émotions fortes et parfois de silences que l'on ne sait pas toujours comment briser. C'est pour cela que j'ai voulu inviter deux voix complémentaires. Deux personnes qui chacune à leur manière sont au cœur de ce que vivent les familles dès les premiers instants. D'abord, la doula, cette présence humaine, chaleureuse et profondément bienveillante qui accompagne les femmes là où les mots manquent. Une figure essentielle pour rassurer, écouter et soutenir. Et aujourd'hui, cette présence, c'est Anna Diom. À ses côtés, aujourd'hui, c'est lui qui accompagne les tout premiers pas de l'enfant. C'est lui qui guide, qui protège, qui rassure aussi les parents dans leurs plus grandes inquiétudes. Et ces regards-là, aujourd'hui, ce sera le regard du docteur Cheikh Ahmed Tidiane Diouf. Si je les ai réunis tous les deux, c'est parce que la parentalité se vit à la croisée de leurs deux mondes, entre émotion et réalité médicale, entre tradition familiale et besoins modernes, entre instinct et information. Alors dans cet épisode, nous allons essayer de dire tout haut ce que beaucoup vivent tout bas et de remettre la lumière là où il manque encore des mots. Bienvenue dans Nuance. Alors, nous voilà de retour dans Nuance. Je suis vraiment très ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous le disais, on va explorer la parentalité au Sénégal à travers deux regards complémentaires. Donc, je vous le disais tout à l'heure, celui de Anna Diom Doula, experte en maternité pour les afrodescendantes. On en parlera tout à l'heure. Cette définition, on y reviendra. Mais pour le moment, ravie de t'avoir sur ce plateau. Merci Bonjour. pour l'invitation. Bonjour, merci. Franchement, un plaisir de l'avoir et un plaisir également d'avoir à ses côtés aujourd'hui le docteur Cheikh Ahmed Tidiane Diouf, je vous le disais, pédiatre. Un plaisir de l'avoir également aujourd'hui sur cet épisode inédit. Bonjour docteur. Bonjour, un plaisir aussi d'être là. Très belle introduction, j'ai bien aimé comment tu nous as introduit la complémentarité. La complémentarité Exactement. et l'afro. Le plaisir est pour moi et on en parlera de cette complémentarité tout au long de l'épisode. On verra vraiment comment vos deux mondes se complètent. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, docteur Anna, si vous voulez. Allons-y. On va démarrer, on va d'abord commencer par le commencement, c'est-à-dire tout ce qui est vraiment expérience de la grossesse, du postpartum. On commence par le début, c'est-à-dire grossesse, postpartum et ces moments où la vie change radicalement. Et je vais commencer du coup avec toi, Anna, parce qu'on parle de maternité et de parentalité. Même si la parentalité englobe tout cela, on commence d'abord par la maternité. Maternité, exactement. Alors, est-ce que tu peux expliquer d'abord à nos spectateurs quel est le rôle d'une doula et à quel moment tu interviens auprès des femmes enceintes? Ok, super. Merci encore une fois pour l'invitation. Alors, le rôle d'une doula, il est à la fois très facile dans le sens où on est là en fait pour accompagner les femmes durant leur grossesse, mais il peut être aussi spécifique à chaque contexte. Moi, par exemple, j'ai décidé de commencer mes accompagnements même dès les tentatives de conception. Donc, j'accompagne également dans les parcours de fertilité, de conception, notamment tout ce qui est méthode naturelle pour concevoir, essayer de favoriser les ovulations, de repérer les ovulations, la période de fertilité du couple. Et l'idée ici, c'est vraiment de toujours venir compléter les suivis médicaux. Donc, je ne suis pas issue du domaine médical, je ne suis pas sage-femme, je ne suis pas médecin. Cependant, l'avantage qu'on a, c'est de pouvoir donner des informations objectives, notamment basées sur tout ce qui est études, et aussi de pouvoir donner ce soutien émotionnel et informationnel que parfois le personnel médical n'a pas le temps et c'est pas comment dire, péjoratif ce que je dis, mais voilà, quand on enchaîne les patients parce qu'on en a plusieurs et qu'on est là pour vraiment faire des diagnostics. Ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué parfois d'accorder du temps aux parents pour répondre aux questions qui turlupinent les mamans, notamment là, je suis en train de parler de tout ce qui est fertilité. Et voilà, donc moi, je viens combler un petit peu ce manque-là, ce côté accompagnement humain. Et ça continue, ça se poursuit pendant la grossesse, le jour de l'accouchement et pendant le postpartum. Donc vraiment, le rôle de la doula, c'est d'accompagner, de soutenir et d'être une oreille, en fait, pour les parents. Justement, franchement, description très complète. On y reviendra tout au long de cette émission. Mais tu as parlé d'émotion tout à l'heure, un mot qui est particulièrement important dans ce que tu fais. Et ça me permet de te demander, en fait, quelles sont les difficultés en fait, émotionnelles les plus fréquentes que tu observes chez les mamans?
Alors là, je vais répondre du coup en fonction de moi, les femmes que j'accompagne le plus, qui sont d'origine afrodescendante, parce que j'ai décidé de me spécialiser plutôt sur les femmes afrodescendantes. Alors effectivement, je suis basée au Sénégal, mais j'accompagne aussi des femmes afrodescendantes de la diaspora à travers le monde. Et la plus grosse particularité de notre communauté, c'est qu'on a, si je peux me permettre du terme, le popotin entre deux chaises. C'est ça, tout à fait. Donc nous, en fait, on est entre la tradition et la modernité. Et les femmes afrodescendantes, alors quand elles sont en Occident, c'est un peu différent parce que du coup, en Occident, elles sont plus proches un peu de la modernité, du côté médical. Et elles sont en mode, ah mais là, tu vois, j'ai ma tantine, ma mère, ma belle-mère qui me dit si, ça, qu'est-ce que tu en penses? Donc là, c'est plutôt le côté, est-ce que les tantines, ce qu'elles racontent, est-ce que c'est vrai? Est-ce que... Voilà, essayer un peu de dénouer le vrai du faux. Et les afrodescendantes en Afrique que j'accompagne, c'est un peu l'inverse, c'est très subtil, mais c'est plutôt en mode, j'ai vu qu'en France, aux États-Unis, ça se fait comme ci, ça se fait comme ça. Et nous, est-ce que c'est possible de le faire aussi? Donc voilà, c'est confronté à plusieurs réalités. C'est plusieurs réalités, mais dans tous les cas, c'est toujours la dualité entre la modernité et la tradition. Et moi, je suis un petit peu plus là pour parfois apporter des études en disant, là, sur tel sujet, on a des études qui ont été menées. Il y a certaines choses qu'on fait en Afrique qui ne sont pas à jour. Et à contrario, parfois, un peu redire, nous, dans les traditions, ça aussi, ça se fait, c'est bien le massage, le damp. C'est même des choses qui se font en Occident. Donc oui, là, effectivement... la tradition. Et ça, on y reviendra tout à l'heure amplement. On parlera de ces réalités culturelles et sociales qui sont parfois, qui est parfois un terrain très glissant, en tout cas dans ce que vous exercez. Là, je vais me tourner vers le pédiatre, docteur. Aujourd'hui, docteur, en fait, comment vous voyez l'impact du bien-être de la mère sur le bébé? C'est-à-dire aujourd'hui, Anna, en tant que doula, c'est elle qui précède un petit peu toi, tout le travail que tu vas venir faire derrière avec la maman quand elle viendra avec son bébé. Est-ce que tu vois un changement entre celles qui sont suivies durant leur grossesse et qui viennent peut-être sereines avec leur bébé dans ton cabinet, ou il n'y a pas de différence entre cette maman qui n'a pas du tout été suivie et là qui se retrouve peut-être paumée avec son bébé quand elle vient dans ton cabinet? Ah là, tu vois, j'ai des frissons parce que je ne regrette pas du tout d'être venu. Ouais. Et je n'avais jamais eu cette question qui me... C'est une bonne question. C'est une très bonne question, non, elle est magnifique. Et effectivement, non. Là, quand elle me pose la question, je revois un peu les mois que j'ai eu. Les profils. Les profils que j'ai eu. Et effectivement, celles qui sont accompagnées ont quand même... Tu sens qu'il y a quand même plus de... Comment dire? De répartie. C'est-à-dire qu'elles savent un peu... Ouais, mettre les pieds. Plus de sérénité peut-être, un peu plus de sérénité dans ce que l'on dit. Elles ne partent pas trop vite dans les conclusions. Ouais. Parce qu'elles ont déjà eu des informations. Des fois, elles ont trop d'informations, mais c'est pas mal. Il n'y a jamais trop d'informations. Après, c'est normal, une maman, elle vient d'accoucher, c'est très difficile de faire entre ce qu'elle ressent, ce qu'elle voit, ce qu'on lui a dit. Faire la part des choses. Effectivement. Ce qui fait que quand il y a eu déjà une première personne qui leur a permis de se comprendre, parce que souvent, c'est quelque chose c'est ce qui manque à toutes les mamans. Ouais. C'est le temps de se comprendre. Parce que tu es sur une île toute seule à un moment avec ton bébé. Quand tu le conçois, quand justement tu as peut-être une doula avec toi qui te permet justement de poser ces questions ouvertement, parce que comme elle a dit, lors des séances avec les médecins, n'ont pas toujours le temps d'aller jusqu'au bout. Des fois, les mamans se retiennent même de poser certaines questions, de peur de ça reste idiote. Très scolaire, très clinique. Voilà. Ou de paraître, de remettre en doute. Exactement. Moi, j'ai souvent ça comme retour. J'ai pas osé poser la question à mon médecin. C'est ça. Oui. Même des fois, je sens ça, je parle à quelqu'un, il me regarde, je lui dis, mais allez-y. Allez-y. Il me dit, non, il me dit, allez-y. Libérer la parole. Ou des fois, elle rentre pour l'écrire parce qu'elle ne voulait pas le dire en face. Et justement, effectivement, je dirais que oui, il y a quand même une différence entre ces gens qui ont été accompagnés, parce que c'est comme s'ils ont déjà eu une grossesse, entre guillemets, parce qu'ils ont eu déjà plus d'échanges sur ce sujet par rapport à ceux qui ont eu le bébé, la grossesse, qui ont le bébé, qui font le tout, comme je dis chez moi, et ensuite qui commencent à se poser des questions. C'est ça. C'est à partir de 10 jours, quand tout le monde est parti, tu es seul avec le bébé, qu'on commence à se gratter la tête. Comment ça se passe, cette histoire-là? Où la belle-mère était là à prendre la douche pour le bébé. Il y a des moments qui arrivent à 1 mois, elle me dit, docteur, comment je douche l'enfant? Je lui dis, t'es sérieuse là? Oui, c'était la grande belle-mère qui était là, elle le faisait, moi je faisais rien. C'est incroyable, hein, mais et justement, c'est la réalité. C'est la réalité. Et tout d'un coup, c'est boum. Et justement, en fait, ça me permet de rebondir sur ce que tu disais, en fait, peut-être cette petite honte, le kerse dont on parle en Wolof, en fait, les gens qui n'osent pas poser les bonnes questions par peur de paraître idiot ou par peur d'être jugé. Aujourd'hui, en fait, docteur, pour toi, c'est quoi, en fait, ces tabous, ces idées reçues qui compliquent, en fait, l'accompagnement des parents, autant sur le plan pendant la grossesse avec Anna, ou autant avec toi, dans ton cabinet, quand quelqu'un ramène son enfant et qu'il a honte, qu'il a ces idées reçues, qui pense qu'il ne peut pas poser de questions ou se livrer tout simplement? Alors là, il faut savoir qu'on a plusieurs types de profils.
Parce que justement, tout le monde n'a pas ce kersen ou cette honte-là. Il y en a qui sont tout à l'opposé. Il faut le dire. D'accord? C'est pas tout le monde qui est comme ça. Mais si je dois vraiment répondre à ta question en considérant ce profil-là, ce qui bloque ces gens, c'est souvent une forte présence tanti, mamie, qui a déjà, elle, était la doula. Parce que là où quelqu'un qui a été suivi a commencé à avoir cette dualité et à comprendre qu'il y a des choses qu'on me dit que je peux remettre en question. Pas pour forcément parce qu'elle a tort, mais juste pour en discuter et savoir et comprendre en fait ce qui se passe. De l'autre côté, il y a celle qui a juste eu droit à des disquettes. J'appelle ça des disquettes, quoi. Ouais, on leur met des disquettes dans la tête. Faire comme si, voilà, on met des disquettes et jamais elle peut dire pourquoi. Parce que quand tu dis pourquoi, ton aîné, tu remets en cause un peu. Exactement. Tu ne remets pas forcément en cause ton aîné dans la culture africaine. C'est vrai. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux Bien dire. sûr. Quand on te dit, c'est comme ça. Maintenant, après, celle qui va justement arriver dans le cabinet qui a que des disquettes, c'est celle-là le problème. Déjà, elle va avoir que des disquettes. Maintenant, elle vient d'arriver en belle famille. Elle a maintenant d'autres disquettes, des fois qui sont contre. Ils ne sont pas pareils que ce que sa propre mère lui disait. C'est ça. C'est vrai. Donc déjà, elle est perdue. Et maintenant, en plus de ça, elle arrive dans le cabinet. Et maintenant, moi, je vais lui mettre des disquettes. C'est pour ça que moi, je ne mets pas de disquettes. C'est pas possible. Tout le monde ne peut pas te mettre des disquettes dans la tête. À un moment, tu es bourré. Et ça va finir par... Tu vas péter les plombs. Et d'ailleurs, dans le suivi, c'est pour ça que j'appelle ça suivi. Je dis ça souvent quand les gens me disent « Tu ne fais plus d'accouchement ?» J'ai dit non. Maintenant, je fais du suivi. C'est ça. Ça a l'air bizarre, mais c'est très différent justement d'être là et d'essayer de cerner la personne pour pouvoir l'aider à comprendre sans pourtant lui donner des idées reçues. Parce que même moi, en tant que médecin, quand je viens de te dire c'est comme ça, c'est une idée reçue. Je peux pas forcer les gens à juste croire à ce que je dis parce que je suis médecin. C'est ça. C'est vrai que tu es venu voir le médecin, mais après, pour que ce soit vraiment compris et que ça aide la maman avec son bébé, il faudrait qu'elle accepte l'idée. Et même quand j'ai vu des fois plus loin, j'ai dit, si vous n'arrivez pas à l'expliquer à votre entourage, c'est que vous n'avez pas accepté l'idée. Vous êtes en train de répéter juste ce que j'ai dit. Parce que si vous avez compris, vous vous mettrez à ma place comme je l'ai été à la vôtre pour expliquer à votre entourage. Et vous trouverez un moyen de leur faire comprendre parce que vous n'essaierez pas. Genre, je déteste quand quelqu'un me dit, docteur, j'ai dit à ma grand-mère, le pédiatre a dit. J'ai dit non. Le pédiatre a dit, c'est une phrase qu'on ne dit pas chez nous. Ça n'a pas de sens. Quand c'est bien assimilé, on l'explique avec ses propres mots. C'est comme quand tu viens de l'école, tu dis Mamadou a dit, bien Abdelaziz a dit. Ça ne marche pas. C'est qu'on n'a pas compris. Ta mère déteste ça. Tous les parents détestent ça. Alors moi, par contre, c'est une astuce que je donne par contre aux mamans parce que parfois, ça permet de faire un petit peu, pas fermer le clapet, mais en mode, bon, bah, si c'est le pédiatre qui a dit, c'est ce que voilà, au moins, tu vois, ça peut marcher parfois. Ça peut passer. Parfois, c'est un petit peu une garantie auprès justement de nos aînés-là qui ont comme du ça, mal. il n'y a pas de contre-argument de la tantine. Ah bon, bah, si c'est le médecin qui a dit, on ne va pas se mentir que vous, en tant que médecin, vous avez une posture où on dit un peu amen. Tout à fait. Oui, on a un peu cette posture, j'avoue. Mais après, c'est vrai que quand ils sont devant toi, c'est différent. Et des fois, il y a des familles où quand tu rentres en amenant la bonne parole, le pédiatre a dit, ouh. Tu répètes ça tellement de fois. C'est qui tout double en fait. Oui. Ça passe ou ça casse. Voilà, il faut savoir à qui parfois on a on le prend comme argent comptant, mais parfois vraiment. Il faut savoir à qui on a affaire et c'est bien. Effectivement, les gens ne sont pas pareils. C'est pour ça que je disais que ta question, elle est très bonne, mais on n'a pas les mêmes profils. On n'a pas les mêmes profils du tout. Alors, je peux me permettre, moi, de rebondir et de rajouter un facteur, moi, à ça. Je trouve aussi que parfois, je suis désolée, docteur, mais il y a certains, surtout pendant la grossesse, il y a certains gynécos qui, en fait, renvoient l'image de « il n'y a pas de questions à me poser, en fait ». Je suis désolée. Et moi, j'ai des mamans qui me disent clairement que... Et ça, encore une fois, je m'excuse, mais je le vois plus sur les accompagnements, enfin, du coup, les suivis de grossesse médicaux ici en Afrique qu'en Occident, où on fait comprendre à la personne qu'elle n'a pas de questions à poser. Et si tu oses poser une question, on va te regarder en mode, mais en fait, pourquoi, en gros, tu remets en question mon diagnostic? Et toi, en tant qu'experte en maternité, excuse-moi, Anna, je te coupe, les conséquences, en fait, c'est quoi les conséquences sur ce manque de communication, sur le fait qu'on n'ait pas de réponse aux questions qu'on se pose, on se braque? Est-ce que ça peut potentiellement mettre en danger la vie de la maman et du bébé? Bien sûr, parce que parfois, on a le ressenti en tant que mère où on est persuadé qu'il y a un problème, par exemple. Et moi, je vais me permettre de raconter une histoire dans l'anonymat, mais de la raconter quand même. Moi, j'ai connu une personne qui a perdu son bébé parce qu'elle était persuadée que quelque chose allait moins bien. Les mouvements fœtaux étaient moindres, alors qu'on sait toujours que quand on sent moins son bébé, la première chose à faire, c'est de consulter. Elle est partie consulter et la médecin, je ne préciserai pas, ne faisait que lui dire non mais c'est normal, de toute façon à ce stade-là de la grossesse, le bébé a moins de place, voilà. Donc la médecin a refusé de faire des échographies et puis en fait les mouvements sont devenus ça a été fatal. Inexistants et c'est devenu fatal.
Oh là là. Donc voilà, ça peut être fatal. Alors c'est pas toujours fatal. Et là, c'était une personne que je n'avais pas accompagnée, que j'ai accompagnée pour la deuxième grossesse. Et ce qu'elle m'a raconté, ça, c'était issu ça venait de la première grossesse. Et pour répondre à ta question, en fait, après, ça dépend aussi des profils. Oui. Généralement, moi, les personnes que j'accompagne, quand je leur fais prendre conscience qu'en fait, c'est pas normal et que oui, il existe des médecins qui sont ouverts à la discussion et qui peuvent répondre aux questions si on leur les pose, généralement, la première réaction, ça va être de se dire, je vais changer. Tout à fait. Et puis, justement, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Hein. Franchement, le fait d'avoir porté mon choix sur vos profils n'est pas fortuit, parce qu'on vous appelle limite même la doula 2.0 ou bien le docteur 2.0, parce qu'aujourd'hui, vous avez cette approche un peu différente des médecins traditionnels, j'ai envie de dire. Vous êtes là, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous décomplexez un petit peu la chose, en fait, cette approche avant qui était très formelle du médecin. On a peur, quand on rentre dans le cabinet, tu le disais tout à l'heure, on n'ose pas poser les bonnes questions. Aujourd'hui, comment on en vient à décomplexer quand même quelque chose qui est assez sérieux, parce qu'on parle de médecine, on parle aussi là d'accompagnement en maternité, on parle de femmes qui sont enceintes et qui vont donner la vie. C'est des choses très sérieuses, mais vous arrivez tous les deux à votre manière à les ramener, en fait, je dirais pas de manière non sérieuse, mais de manière décomplexée. Comment on en arrive à ça? Je peux dire qu'en ramenant-toi à l'humain, je pense que c'est pas pour toi. Moi, je ramène toujours toi à l'humain. Moi, c'est différent parce que c'est vous, les médecins, généralement, qui avez un peu la posture du côté sérieux. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours montré dès le début sur les réseaux sociaux en mode, moi, je suis là, chill, je dis les choses comme elles sont, telles quelles, parfois même de manière un peu brusque. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien l'approche de Dr Diouf parce que... C'est ça, je voulais te poser cette question. Comment tu vois justement, lui, son approche? Lui, j'adore parce qu'en fait, il est arrivé en mode... je trouve qu'il détonne vraiment sur les réseaux sociaux. Il y a le côté important, il donne des informations très importantes, mais il arrive déjà, il commence toujours ses reels en souriant en fait. Déjà. Donc on n'a pas la posture du médecin, la blouse blanche, hyper sérieux comme on peut l'avoir, et on l'a beaucoup encore en Afrique. Je suis désolée. En Afrique, on arrive et les médecins, parfois ils sourient pas. Oui, asseyez-vous. Voilà, on a parfois très peu d'échanges, quoi. Et lui, il est arrivé avec ce côté très solaire, je trouve. Et du coup, moi, je trouve qu'il a réussi à démystifier le côté médecine en se disant, OK, finalement, un médecin, on peut être sérieux, aborder des choses sérieuses, tout en étant proche des gens. Et moi, je trouve qu'il réussit très bien son exercice. Et je le remercie pour ça. Et c'est pour ça que, personnellement, il est mon pédiatre de référence. Déjà, il est pédiatre de mes enfants, mais il est celui vers qui j'aime bien renvoyer les mamans que j'accompagne qui cherchent un pédiatre, parce que je trouve qu'il a ce côté sérieux, mais aussi proximité avec les gens. Et c'est très important, on en a besoin. On a besoin de plus en plus de médecins qui se prêteraient à ce jeu. Et dans le milieu, ça se passe comment, docteur? Comment vous êtes perçu par vos collègues? Ça passe, ça casse? On dirait que ça passe. Oui, j'avoue que disons que c'est comme une spirale, ou même, j'ai dit ça, le mixeur dans lequel j'étais ces dernières années à travailler. Je ne voyais pas beaucoup de collègues, en fait. Parce que je travaille tous les jours. Et on travaille beaucoup. Oui. Tu travailles trop. Tu travailles trop. Arrête ça. Ma femme peut voir ça. C'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause. On va dire ça ici. C'est pour la bonne cause. Machallah, mais... Non, mais plus sérieusement, en fait, j'étais très surpris d'avoir la reconnaissance. D'ailleurs, j'ai fait un petit post même sur ça. D'avoir la reconnaissance de mes pères et de mes confrères. D'ailleurs, il y en a une qui m'a fait beaucoup sourire au dernier congrès, qui m'a dit « Ah, toi là, j'adore commencer mes journées avec tes vidéos. Tu vois, et ça m'a fait beaucoup plaisir de voir que mes collègues les regardent et ils me disent « Ah, ça me met de bonne humeur. » Et il m'arrive même de se piquer des répliques quand on me pose certaines questions. Et d'ailleurs, c'est né de ça, en fait. C'est-à-dire que trop souvent, mes patients, ils savent, hein, ils vont arriver à me poser des questions. Ils n'auront pas peur que je me moque d'eux, mais ils savent que je ne vais pas me retenir à 100%. Surtout parce que maintenant, on a déjà construit cette complicité qui fait que je peux rigoler d'eux. Ils peuvent me dire un truc et je rigole tellement c'est une bêtise et je vais rigoler quand même. Et on me dit, hey docteur, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Il n'y a que ici que je peux faire ça, je ne peux pas faire ça ailleurs. Et ça passe quand même. Et ce qui fait qu'elles se lâchent dans toutes leurs questions, parce que ce n'est pas pour qu'elles en posent moins, mais quand même, ça fait énormément plaisir que... Et je pense que ça passe, hein, parce que les derniers retours que j'ai eus, ça passait. Les confrères étaient... Voilà. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'ils m'envoient maintenant de plus en plus de... Ils m'envoient leurs enfants, ils m'envoient les gens m'envoient. Et par ce fait-là, tu peux voir que effectivement, je
pense que ça passe. Moi, je pense que Ils me vraiment, il n'y a considèrent que du sérieux. bon, c'est bénéfique. Hein. Ouais. Je pense que franchement, on peut en tenir Que du positif. que du Ouais, positif, ouais, c'est ce que non. je voulais dire. Et puis, chers téléspectateurs, si vous ne le connaissez pas encore, le docteur Cheikh Ahmed Tidiane Diouf, on va vous proposer quelques vidéos et ça va vous donner peut-être l'envie d'aller le découvrir encore plus. Alors, on va continuer toujours avec cette fois-ci l'après-grossesse. On continue un petit peu dans ce chemin qui est la maternité. On en arrive à l'après-grossesse, l'arrivée du bébé et avec cette arrivée, une nouvelle réalité pour les parents. Alors, l'arrivée du bébé, Anna, toi, tu la vis comment? Comment tu aides les parents dans les premières semaines après l'accouchement? Alors moi déjà, j'aide le jour J, Déjà, clairement. Donc, avant, pendant ou après? avant, pendant et après. Donc, l'arrivée d'un bébé se gère de manière très différente en fonction, encore une fois, des personnes, des profils. Moi, l'idée, c'est d'essayer d'enlever cette charge mentale qui s'accélère en fait dès l'arrivée du bébé. Parce que là, bon, ça devient beaucoup plus concret. L'enfant est là, on se rend compte qu'on a une certaine responsabilité. Il y a certains moments qui ont peur. Voilà, pendant le sommeil, l'allaitement, est-ce qu'il mange assez, est-ce qu'il dort bien, est-ce qu'il n'y a pas de risque, etc. Et moi, l'idée, c'est vraiment un peu de venir toujours dans l'écoute, la bienveillance, de venir rassurer les personnes, répondre à autant de questions que possible, bien entendu, tant que ça ne dépend pas spécifiquement du domaine médical, parce que là, après, je redirige vers des médecins, pédiatres ou gynécologues si ça concerne la femme en elle-même. Mais l'idée, oui, c'est vraiment de venir enlever un certain poids. Oui. Donc voilà, si on n'est pas sûr que l'enfant a assez mangé, eh bien voilà, il faut aller consulter, on va surveiller la courbe de poids, ou alors dis-moi le nombre de couches, je te dirai si du coup l'allaitement se passe bien. Venir aussi, étant donné que je suis également consultante en lactation, pour celles qui allaitent, c'est généralement un gros poids malheureusement. L'allaitement, c'est super, mais on va pas se mentir, ça peut être très dur à vivre, beaucoup de tétés, peu de sommeil, etc. Et du coup, je viens aussi faire des consultations en allaitement, m'assurer que tout se passe bien, quoi, surtout pour les douleurs, les crevasses, etc. Franchement, j'aime bien ce format, en fait. Là, je me sens très bien parce que j'étais à ma gauche, j'ai le docteur à ma droite. Et c'est comme si, en fait, tu lui passais le relais. Et c'est ce qui se passe, en fait, réellement. C'est-à-dire, les mamans accouchent, elles viennent vers toi dans les premiers instants, c'est-à-dire tout ce qui est allaitement, on le met en place. Mais dès qu'il s'agit de choses un peu plus médicales, toi, tu passes un peu là le relais oui, c'est vraiment ce qui se passe. Hein. Excuse-moi, je te coupe parce que c'est vraiment ce qui se passe. Vas-y, il n'y a pas de souci. Tout à l'heure, c'est vrai que je disais quand je me suis assis à la première question, j'ai eu des frissons parce qu'effectivement, je me suis jamais j'ai jamais essayé de voir combien de patients Anna m'envoie. Surtout que quand elle les envoie, il y a un problème. Je disais ça un peu avant qu'on commence en off. Je disais que bon, je lui ai permis de m'envoyer tout dès qu'elle voit qu'il y a un problème parce qu'elle envoie forcément un problème. Parce que justement, elle a suivi, elle a vu le problème. Ici, maintenant, il y a quelque chose de sérieux. C'est ça. Et c'est pour ça que c'est très intéressant d'arriver. Je suis même pressé quand tu me les envoies. C'est pour ça que j'ai dit envoie-le très tôt demain. Ouais, c'est parce vrai. que justement, souvent, je veux rapidement. Tu leur dis de venir le matin. Voilà. Là. Comme ça, je les prends en urgence. Voilà, mais justement, docteur, quand elle t'envoie ses vrai. patients, les patients et les nouveaux parents en général, c'est quoi leur préoccupation principale en général chez les nouveaux parents? Les nouveaux parents qui arrivent dans ton cabinet, qu'est-ce qu'ils te disent? Qu'est-ce qu'ils te demandent? Ça dépend. Hein. Tu sais, un nouveau parent, par défaut, surtout dès qu'on est ouvert, il a des questions. Il a un livre. Hein. Beaucoup. Ah ouais. Souvent, ils ont leur téléphone, ils sortent une note. Ah ouais, c'est clair. Et c'est parti. Voilà. Hein, c'est parti pour un question-réponse. C'est la consultation. Ah oui, c'est parti pour beaucoup de questions-réponses par rapport au sommeil, à la lactation. Surtout elle, par contre, particulièrement. Pourquoi j'aime ces patients? Parce qu'elle est dans un terrain où moi, je ne suis pas forcément bon. C'est derrière la lactation, derrière les freins que tu vas déceler et tout. Et c'est des choses que moi, je ne fais pas. Tu sais, souvent, je taquine quand les gens viennent me dire, oui, le pédiatre, il n'a pas vu ça. J'ai dit, vous savez, nous, en pédiatrie, dans un pays sous-développé, on n'est pas parti pour déceler des choses comme ça. Nous, on est parti. Moi, à l'hôpital, j'avais des patients, excusez-moi, qui meurent. Oui, c'est vrai. C'est pas les mêmes réalités. C'est un frein de langue. Bon. J'arrive le matin, c'est en mode urgence, réanimation, adré, dopamine. Et c'est là où les doulas ont toute leur importance. Voilà, ce qui fait qu'à la fin de la formation, quand tu te retrouves, tu es assis, tu es submergé de patients qui ont des problèmes qui ne sont pas des problèmes aux yeux de tout le monde. Et malheureusement, qui sont des problèmes pour eux. Ça les empêche de dormir. Donc, ce qui fait que ce n'est pas quelque chose pour lequel ils vont aller aux urgences se faire. D'ailleurs, ils ne vont pas se faire hospitaliser pour ça. Mais le problème, c'est qu'il y a vraiment un problème. Et si on ne prend pas le temps de justement échanger assez, on ne peut pas voir le problème. C'est pour ça que quand elle va envoyer des patients, justement, elle a déjà cerné le problème. C'est-à-dire que c'est des patients qui viennent avec peut-être les 99, c'est réglé, Anna a déjà cerné le problème. Quand ils arrivent, j'ai déjà une partie de l'historique parce qu'ils vont pouvoir me le restituer. Et c'est là que tu sens l'accompagnement parce que quand ils te parlent, ce n'est pas pêle-mêle. Parce que souvent, je taquine les parents quand ils racontent des choses, je dis, il n'y a qu'un effort de
de synthèse. Ouais. Tu fais ton audio, tu salues Ça 15 va dans fois. tous les sens. Tu reviens me resaluer au milieu de l'audio. Tu me salues mon père. Et des fois, la discussion, tu as l'impression que c'est parti comme ça. En fait. Pardon, mais Non, mais sérieusement. Hein. Et quand justement les personnes ont été accompagnées un peu avant, bon. On sent que c'est plus structuré. Voilà, c'est plus structuré parce qu'ils ont déjà l'habitude de parler à quelqu'un qui répond, qui pose des questions. Et malheureusement, comme je dis toujours à mes patients, arrêtez de vouloir me donner un diagnostic parce que peut-être tu le sens aussi des fois. À force de lire et tout, des fois, ils viennent avec ce diagnostic qu'ils veulent te donner. Confirmation, quoi. Exactement, le chat Surtout, GPT, ils tiennent chat à te a le dit donner. que- J'ai dit, hey, vous retournez au début, vous restituez comme Voilà. vous voulez. Je préfère le pêle-mêle là à ce moment. Moi, je vais essayer de démêler le tout. Et là, on y va. Et les questions vont être vraiment, pour répondre à ta question, ça va être différent. Mais vraiment, ce qui va revenir le plus ici aujourd'hui, c'est le nombre de selles. Ce sont les difficultés à émettre les selles. Ce sont les nombre de tétés, les difficultés à téter. Est-ce qu'il a assez? Ce sont les reflux. D'accord? C'est des choses qui vont être... C'est très mal vécu par les parents parce qu'ils savent, ils ne comprennent pas. C'est la prise de poids. Ouais. D'accord? Ça, c'est des choses qui vont être le plus jusqu'à même les... Bon, la pousse des cheveux. Ouais. J'avoue que c'est une question qui revient, Ça, c'est qui vraiment revient un très truc chez nous, souvent. quoi. Mais quand même, C'est j'avoue ça. que C'est- vraiment, c'est à ça. part ça, tout le reste, c'est vraiment les choses qui reviennent le plus lors des premières Ouais. consultations. Mais après, dès qu'on est ouvert, c'est parti dans tous les sens. La forme des pieds, voilà, c'est parti dans tous les sens. Donc Mais quand même- justement aujourd'hui, est-ce que c'est important, la question je vous la pose à tous les deux, de vraiment d'allier en fait ce soutien et émotionnel qu'on peut retrouver chez une doula et ce suivi médical qu'on a chez le pédiatre en fait. Est-ce que ces deux choses, je le dis un petit peu dans mon introduction, mais là je le pose à vous et nos téléspectateurs se feront aussi leurs avis. Est-ce que c'est vraiment une chose qui ne peut pas aller sans l'autre? Je réponds en premier, si tu permets, ça aurait été Oui, idéal. bien sûr. Ça aurait été idéal. C'est pas... D'ailleurs, ça fait peut-être 1 an que je rêve de faire une consulte prénatale. Parce que justement, beaucoup de choses peuvent mieux se gérer quand on est prêt. Ouais. Et aujourd'hui, bon, que les doulas proposent ça, déjà, ça fait un peu de prénatal. Et c'est la prénatalité, mais elle est très importante. Oui. D'ailleurs, chaque fois qu'une maman me dit, je veux un nouveau carnet, j'ai dit, pourquoi? Elle dit, parce qu'il y a mes informations ici. J'ai dit, non, ce n'est pas tes informations. C'est les informations de ton bébé avant qu'il naisse. Toi, tu verras d'autres grossesses. Lui, c'était sa seule grossesse. Donc, les infos, là, aujourd'hui, on les garde. Peut-être d'ici 3-4 mois, on peut faire un nouveau carnet. Mais là, on en a besoin parce qu'on ne sait jamais quand on va retourner à qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cet enfant lors de la conception. Ouais. Même si après, tu me diras, c'est pas clair ce qui est écrit. Ouais, c'est ça. c'est Malheureusement. ça, C'est ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les gens suivent avant pour pouvoir apporter ce soutien parce qu'on ne va pas se mentir. Si on parle des 1000 premiers jours, on parle de la grossesse ou même d'avant-grossesse. C'est vrai. C'est que c'est important dans la vie de celui qui va naître C'est tout un d'être cheminement. dans un ouais. corps qui est apaisé, déjà qu'il y a un bouleversement, que ce soit hormonal, physique ou émotionnel. Il y a quelqu'un dedans qui subit tout ça sans comprendre quoi que ce soit. Et ça Tellement va avoir important. beaucoup d'impact sur cette personne. Et c'est pas pour rien qu'on dit que tous les enfants qui sont dans des foyers aimants, respectueux, par défaut, ils grandissent stables. C'est Donc, vrai. le bébé est dans un corps émotionnellement stable, il arrive émotionnellement stable. Et donc, bon, instable, c'est un bébé, quoi. Mais Ouais. bon, ce que je veux dire, c'est qu'il va avoir plus de facilité Bien sûr. à grandir À bien plutôt grandir, que en quelqu'un bonne qui, santé. durant toute la grossesse, avec beaucoup de problèmes personnels et sociaux, vont ça. ensuite avoir un bébé dans ces mêmes problèmes. D'ailleurs, tu me diras, si tu as ces patients qui sont très perturbés, et ils sont toujours perturbés, ils le sont toujours. Moi, je les croise à 3 ans, je dis, tiens, pauvre enfant. Ouais. Parce que depuis qu'il est bébé, ça n'allait pas. C'est pas aujourd'hui à 3 ans que ça va aller. C'est ça. Et quand je le vois à 5 ans, 6 ans, je le vois clairement que cet enfant-là, il y a quand même quelque chose qui pèse sur sa tête qui est trop tôt pour son Et âge. c'est pour ça qu'on dit aujourd'hui maternité et parentalité, en Ouais. fait. Parce Exactement. que tout commence, en fait, avant. Avant. Mhm. Mais c'est un long cheminement, en fait, qui continue, en fait, et qui suit l'enfant Oui. jusqu'à pas d'âge, parfois. Tu confirmes un peu les dires du docteur Anna, comme quoi c'est vraiment quelque chose qui fait la paire, en fait. Un bon suivi peut assurer Oui. une bonne croissance. Oui, 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 mais du haut de... Non, je ne vais pas dire du haut. Mais Oui, mais ça, moi oui. qui suis de l'autre côté, Ouais, en fait, j'essaie de choisir les bons mots parce que là, ce que je vais dire, il faut que je sois diplomate. ouais. Moi, de Sens-toi mon libre côté... de gérer les choses. Merci. Moi, de mon côté, oui, pour moi, ça va de pair. Malheureusement, je suis souvent perçue comme celle qui, en fait, donne l'impression d'être contre le personnel médical Mhm. parce que j'appuie là où parfois le personnel médical ne se remet pas en question. Oui. Et j'ose appuyer sur ça, j'ose appuyer sur le fait qu'il y a, des médecins qui ne sont pas à jour sur les dernières recommandations internationales, qui devraient être aussi appliquées en Afrique, parce que souvent on me dit oui, mais ce n'est pas les mêmes réalités. Je suis désolée, il y a des choses qui ne dépendent pas de la réalité. Mhm. Faire le pot à pot juste après la naissance, que tu accouches à Paris ou à Dakar,
Ça peut se faire. Ça peut se faire Et parce ça que doit de se toute faire. façon, la femme qui vient d'accoucher, elle a 2 heures de surveillance. Ça, c'est dans le monde entier. On doit être surveillé pendant les 2 heures de postpartum Elle immédiat. n'a rien d'autre à faire, quoi. Elle n'a rien d'autre à faire puisqu'on doit vérifier qu'elle ne fait pas d'hémorragie de la délivrance. Donc cet enfant-là, il n'a rien à faire en nurserie pendant que la maman, elle est toujours en bas en salle de travail. Je ne comprends pas qu'on puisse le faire en Occident. Et même, je vais aller plus loin, je ne comprends pas que ça soit bien fait en Afrique dans les hôpitaux publics et que dans les cliniques privées, Surtout. on voit des bébés qui finissent en nurserie avec un biberon. Oui. Donc, moi, j'ose appuyer là où ça fait mal. Et donc, je suis pour la complémentarité, mais j'ose le dire, il y a des médecins qui me voient plus comme une menace qu'autre chose, et donc, j'ai pas forcément toujours le côté, comme tu viens de le dire, complémentarité ou travail main dans la main, comme je peux l'avoir avec Dr Diouf. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident, mais bon, moi, si je dois continuer à déranger, je le ferai, c'est pas grave. Non, mais c'est très important là ce que tu dis, Anna, parce qu'on est plusieurs femmes à le vivre en fait au quotidien. C'est-à-dire qu'on arrive avec un projet de naissance. Projet de naissance, c'est un terme qui revient beaucoup dans ton travail, dans ce que tu fais. Exactement. Et ce projet est souvent bâclé, voire même non entendu. Et aujourd'hui, en fait, j'ai même vu que tu étais plus avocate que doula, je crois, j'ai l'impression. Je crois qu'on va te donner ma DA a un peu changé. Ta DA, elle a changé. Et d'ailleurs aussi, chers téléspectateurs, comme les vidéos du Dr Cher, on va vous proposer également quelques extraits des coups de gueule d'Anna. Parce que je pense qu'il faut aussi les entendre, en fait, parce que c'est des coups de gueule qui sont légitimes. J'ai envie de dire, on ne s'érige pas... voilà, on ne veut pas être en porte-à-faux avec le corps médical. La preuve, on est là. On peut très bien s'entendre avec les docteurs. On peut très bien se mettre en accord sur les réglementations dont tu parlais. Tout est question de volonté, en fait. Il faut arrêter de rester dans des choses archaïques, dans des choses... Ne pas vouloir évoluer, en fait. C'est important, cet aspect d'évolution. Tu sais, je vais rebondir sur un truc que tu as dit. Bon, je vais le dire quand même. Tu as été diplomate. Ah bah attends, toi, tu es médecin. Tu es à l'ordre des médecins. Attention à toi. Non, c'est pas par rapport au médecin. Moi, c'est par rapport à... Tu as dit un truc important par rapport au pot à pot, par rapport au biberon et par rapport au fait d'allaiter. Tu sais, moi, je me battais. Limite, je ne rentrais pas après l'accouchement pour que l'enfant puisse téter. Et je disais toujours D'ailleurs, je ne fais plus de réception de bébé. Je ne le fais plus parce que je suis trop en mal. Pourquoi? Parce que ce n'est pas possible d'arriver... Je disais aux cliniques, mais vous faites juste de la pédiatrie parce que votre activité gynécologique produit des bébés. Mais vous ne mettez rien en place pour qu'on puisse faire de la pédiatrie comme on devrait, en fait. Et chaque fois, ça, c'est une plainte que j'ai eue jusqu'à, je me souviens, en 2021, quand j'ai arrêté, je me souviens très bien. J'ai arrêté, j'aime bien ponctuer mes coups de gueule, moi, par mes anniversaires. Et je me souviens, j'étais sur mon lit, je dis à ma femme, je vais arrêter les réceptions de bébés. Ça paie bien quand même, ça nous fait vivre depuis, mais je vais arrêter. Elle me dit, ça va aller. Si tu vas arrêter, je lui ai expliqué, parce que j'avais des coups de gueule tout le temps, elle me dit, tu vas arrêter, arrête. Mais c'est vraiment à ce point, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un vrai problème, alors là, pour qu'on en arrive à vouloir arrêter. Oui, j'arrête parce que moi, comment je fais mes suivis, comment je suis impliqué dans l'accouchement, parce que la réception, là, moi, j'étais là. Donc, je sortais, je réanimais et tout, et j'adore ça. C'est vraiment ce qui m'a fait aimer la pédiatrie aujourd'hui. Je le dis souvent, c'est lors d'une réanimation que j'ai compris que j'allais être pédiatre. C'est fort. D'ailleurs, c'était une réanimation qui n'a pas abouti, mais c'était arrivé à... Peut-être j'étais à 8 mois de mon FFI à Basnau et j'étais un peu perçu comme un excellent réanimateur et le melon était monté en fait. Dans ma tête, ça passe chaque fois que je suis là. Non, c'est bon pour le bébé. Et cette fois-ci, ce n'était pas bon. Et j'étais souriant, j'ai dit heure de décès. Les gens me disent, mais comment ça heure de décès? Ils me voient sourire, ils ne comprennent pas. J'ai dit non. Et là, je mets l'heure de décès, j'écris, je vais dans la salle de garde, je me pose et je suis souriant. Hein. J'ai pas pu restituer ce que j'ai ressenti le jour-là parce que justement, je savais que j'allais plus jamais quitter ça parce que c'est ce que j'ai ressenti. Ça se peut pas, j'arrive pas encore à le décrire. Peut-être un jour, je ferai un texte quand je réussirai à mettre les mots dessus. Et malheureusement, quand j'arrive en structure, je reçois des bébés, je suis content d'être là et je suis toujours mécontent. 2 jours après, j'arrive, je vois la maman, elle voulait allaiter, elle a donné un biberon au bébé, il n'a pas pu donner, elle me dit ouais, c'est une césarienne. J'ai dit mais si on l'aide pas, comment elle fait? Et pire encore, comme tu diras, surveillance, tout, c'est compliqué. Et donc, du coup, je ne peux pas tout le temps être là à faire des coups de gueule. Et c'est pas que j'ai démissionné, mais à un moment, je me suis dit, bon, je vais aller me concentrer au suivi et je vais faire ce que je peux faire de mieux. Jusqu'au jour où peut-être je pourrai revenir en salle de naissance quand j'aurai tout en place pour pouvoir aller jusqu'au bout de comment je voyais la chose par rapport à tout ce qui doit se faire juste après une naissance pour pouvoir faire du pot à pot. Pouvoir faire l'allaitement les premières heures. Mais c'est fou, c'est écrit. C'est ça, c'est pas une histoire de recommandation. Hein.
C'est ça qui est humain. C'est la vie. C'est ça, c'est tout à fait. C'est ça qui est humain, en fait. C'est pas une question de recommandation. En fait. Tu es censé faire ton bébé, tu as galéré, on te pose ton bébé dessus. On ne te l'arrache pas dans les premières minutes. Et là, ça te permet, toi, de faire du lait. Comment ton corps, il sait que le bébé, il est vivant? Comment il peut être concentré et savoir qu'il y a une suite à l'épreuve que je viens de faire? Il y a une suite. Tu viens d'avoir un accouchement qui est éprouvant ou pas. Il y a une suite à ça. Et c'est une césarienne, c'était pas éprouvant, ça va être douloureux juste après. Et il y a une suite, malheureusement, l'enfant, il n'est pas à côté. Et les cliniques ont longtemps été perçues comme des havres de paix. T'accouches et le bébé, on s'occupe de lui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, peut-être, il y a ce problème-là dans cette nouvelle approche des nouvelles mamans qui veulent leur bébé. Mais moi, c'est bizarre, en fait. Je m'en viens à me poser, tu m'excuseras, docteur, je m'en viens à me poser la question, en fait. On est quand même en Afrique. Toi, Anna, tu te revendiques experte en maternité pour afrodescendante. On a quand même des réalités socioculturelles qui sont là, qu'on connaît. On sait que dans les villages, peut-être un peu plus reculés, dans les zones rurales... Je vois où elle va. Oui, je sais pas. Moi, pour moi, je pense que... J'ai eu le même étonnement, en fait. Les biberons, pareil. On n'en voit pas dans les zones reculées. À l'été, c'est ce qu'il y a de plus logique. Je pense que même le contraire est ce qui est étonnant, c'est ce qui dérange. Comment, aujourd'hui, à Dakar, je prends Dakar parce qu'on est actuellement à Dakar, on en est arrivé à cette, j'ai envie de dire, cette occidentalisation de la maternité. C'est exactement ça. Je me permets Comment on en est arrivé là? De répondre là parce qu'en fait, moi, c'est des recherches que j'ai faites. Parce que moi, j'ai été très choquée. Je ne vais pas vous mentir. Moi, quand je suis arrivée au Sénégal, j'arrivais d'un pays avec des normes occidentales. J'étais à Dubaï, donc c'est très basé sur les suivis anglo-saxons, que ce soit en grossesse ou pédiatrie. J'arrive au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, où effectivement, voilà, l'allaitement, c'est naturel. Tu te dis, les gens parfois n'ont pas les moyens de manger. Et en fait, ils ont les moyens pour une boîte de lait. Donc, bon, c'est... paradoxal. Et je me renseigne sur les chiffres. Et je vois que le Sénégal n'est absolument pas dans les clous des recommandations de l'OMS qui sont de 50% d'allaitement à 6 mois postpartum. Et pire, on était redescendu à 40% ou même un peu moins. C'est fou. C'est terrible. Vraiment, l'AME, l'allaitement maternel exclusif, on n'est absolument pas dans les clous et c'est le cas de beaucoup de pays. Et donc, j'ai creusé. Je me suis demandé aussi, parce que moi, je faisais aussi beaucoup de présence à l'accouchement, et je me permets aussi de rebondir parce que, bon, moi, il y a une histoire personnelle qui a fait que j'ai arrêté les présences à l'accouchement en présentiel, mais il y a aussi surtout eu un ras-le-bol en mode, vraiment, je peux rien faire, en fait. C'est ahurissant. T'as beau te faire entendre... Quand il disait un peu démissionnaire, c'est-à-dire que tu vois les choses, tu te dis, mais en fait, rien ne va jamais changer. J'ai l'impression d'être seule contre un système. Et à la fin, bon, on est démissionnaire. Et quand il disait à sa femme, voilà, je vais arrêter, même si c'est ce qui nous fait vivre. Moi, je vais pas mentir, les présences à l'accouchement, c'est ce qui représentait dans mes services un peu, en termes de revenus, c'était ce qu'il y avait d'assez élevé. Et pourtant, voilà, j'ai pas hésité à arrêter parce que c'est juste. C'est pour dire que vraiment, il y a un ras-le-bol. Voilà, un ras-le-bol, vraiment un ras-le-bol. Et pour venir du coup à ça, donc je me suis penchée sur qu'est-ce qui s'est passé. Et en fait, je me suis rendu compte que figurez-vous que quand les grands industriels sont arrivés avec le lait artificiel en Afrique, alors quand les découvertes ont été faites dans les années 1900, on va pas citer de marque, mais une marque très connue, ça a été très facile de vendre ça en Occident, parce qu'en Occident, l'allaitement était déjà perçu comme étant... voilà, elles avaient toutes des nourricières, donc le terme nourrice vient de là. En fait, les femmes donnaient le sein au bébé. Et puis quand il y a eu un peu la fin de l'esclavage, etc., on s'est retrouvé avec moins de nourrices, notamment noires. Et en fait, les femmes donnaient essentiellement du lait de vache. Et c'était très compliqué parce qu'il y avait beaucoup de morts, etc. Donc quand le lait artificiel est arrivé, c'était super. Parce que du coup, on a réglé un peu le problème. Vous voyez, on a une formule pour vous qui est toute faite, qui est adaptée au bébé. C'est plus du lait de vache, on l'a remasterisé, etc. Et puis ils ont voulu pénétrer les marchés... des pays en voie de développement, en Afrique, en Amérique du Sud, etc. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, les taux d'allaitement étaient nettement supérieurs à l'Occident. Et ils se sont posé la question, en fait, comment est-ce qu'on va faire marketingment parlant ? Et en fait, ils ont décidé de travailler sur le côté marketing en disant, en fait, le lait maternel est supérieur et en fait le lait infantile est mieux que le lait maternel, apporte plus de nutriments. Donc exactement. Donc les campagnes de pub étaient parties sur ça. On avait vraiment le terme voilà, c'est mieux, vous donnez le mieux à votre bébé. Je me suis même rendu compte qu'une marque spécifique qu'on ne citera pas, mais je pense que vous la connaîtrez toutes, ont engagé des commerciales femmes en leur faisant porter des blouses blanches. Donc on avait l'impression qu'elles étaient infirmières.
Et en fait, elle disait que voilà, le lait artificiel était mieux. Et donc, tout le monde pensait que c'était mieux. Et d'ailleurs, si vous remarquez, en Afrique, les laits artificiels premier âge et deuxième âge ne se vendent qu'en pharmacie. Donc, on a l'impression que c'est un produit un peu... médicalisé. Oui, médicalisé, mieux, bien. On peut se le procurer qu'à la pharmacie. Alors qu'en Occident, on peut l'acheter partout. Ici, non. On a vraiment ce côté où c'est un produit, voilà, limite pour guérir qui est mieux. Et en fait, c'est comme ça que les industriels ont donné l'impression que c'était mieux. Et ça, c'était dans les années 40, 50. Et c'est resté. C'est resté dans la tête des sages-femmes, des médecins. Et il y a encore à ce jour des sages-femmes, des médecins qui vous diront que c'est mieux pour l'enfant, quand bien même on a les campagnes au niveau des ministères de la Santé avec des ONG qui interviennent pour favoriser la ME, mais on est en clash avec la modernité et dans la tradition. Mais en fait, c'est pas vraiment la tradition. Parce que la tradition, c'est d'allaiter, mais l'occidentalisation dont tu parlais... le mal est fait, c'est ce que je voulais dire, parce qu'on doit revenir de très loin, là. On doit revenir de très loin, parce que les campagnes publicitaires ont beaucoup agi, beaucoup impacté. Je me permets de bien sûr, parce qu'en fait, des fois, j'ai la même impression quand les gens partent sur la diversification. Je leur dis, mais c'est normal, depuis que vous avez votre bébé dans votre ventre, vous passez dans les supermarchés, vous voyez les choses pour le bébé, vous avez l'impression que ça, c'est ce qu'il faut. C'est ça. Vous arrivez en pharmacie, vous voyez les petits pots, ça, c'est ce qu'il faut. Donc, avant même d'avoir l'enfant, on se dit, j'ai déjà commencé à budgétiser ce que je vais lui acheter, parce que justement, on est déjà rentré dans la tête. C'est comme l'enfant qui a 2 ans et dans le supermarché a déjà les bonbons à ce niveau. C'est dans sa tête. Ça veut dire, en fait, c'est marketing. Et le problème, c'est qu'on est dans un monde aujourd'hui de l'homme. Aujourd'hui, il y a la présence de l'homme partout où tu vas. Et justement, pour le lait, le mal est fait. Moi, il m'est arrivé, je me souviens, je ne vais jamais oublier ça. À Basnao, 2015 ou 2016, je ne suis pas trop sûr. En tout cas, je suis dans mes débuts de pédiatrie. Je suis en consultation d'urgence. Il y a une femme qui arrive avec son bébé, une jeune fille. Elle rentre dans la jeune maman. Elle rentre avec son bébé. Sa grand-mère était arrivée derrière. Elle me dit, Doc, s'il te plaît, appelle-moi. Je vais maman par sa madame. Ça va m'amener. Parce qu'en fait, elle voulait juste que j'ai réussi à convaincre sa grand-mère qu'elle peut allaiter son enfant. C'est fou. Parce qu'elle tenait à donner un biberon au bébé. Je le vois tout le temps. Et en fait, c'est fou parce que les gens aujourd'hui, ils arrivent en mode, mon mari a déjà acheté des caisses de lait. Il dit, le lait, c'est mieux. C'est fou. Et donc la femme, elle est là. Si elle allait, si par malchance, son petit, il a pris le gabarit de mes frères tout petits, elle est foutue. Mais s'il a mon gabarit, elle est heureuse. Ah oui. C'est exactement ça. Si tu as la malchance d'avoir un sahélien, on va toujours trouver le coupable. On va dire non, le lait n'est pas bon. On est même allé plus loin, on dit ça met au nez roule. Ça met au nez roule, c'est ça, tu tout vois, à fait. C'est allé jusqu'à, c'est très, ça brime. Je fais des comparaisons. Ça brime la maman, carrément. Bien, c'est parti, ton cousin, t'as vu comment il est, t'as vu son cousin, comment ils sont nés, comment 2 mois, et pourtant t'as vu, il fait déjà tant de kilos. Parce que justement, lui, il prend tel lait. Et c'est comme ça que les gens vont changer de lait. Ça me fait rire quand les gens alors viennent. qu'il n'en est rien. Docteur, c'est important que tu insistes sur ça. Il n'en est absolument rien. Non, il n'en est absolument rien. Chaque fois que quelqu'un vient me dire, docteur, le lait là est meilleur, j'ai dit, écoute, celui qui vient de sortir d'ici, il est co-sain. Parce que c'est arrivé des fois que j'ai, comme je dis, un coup de chance, où quelqu'un arrive et me dit, ah docteur, le bébé là, j'ai dit, oui, il est au sein. Et il a 4 mois. Et il déborde. Il me dit, et ça, c'est une pub. Bien sûr. C'est une pub. Et justement, c'est des pubs qu'on essaie de faire aujourd'hui au maximum auprès des mamans pour qu'elles fassent le choix qui leur plaît. En fait, il faut que les gens sachent que à l'été, j'ai été méchant avec un couple un jour. Et là, je vais ressortir ce que j'ai dit le jour-là, parce qu'ils étaient en train d'essayer de me convaincre que le lait était meilleur que le lait de la maman. Et les deux étaient dans ce délire-là, la maman et le papa. Et ils m'ont un peu poussé contre le mur. Et j'ai sorti, d'ailleurs, aujourd'hui je le ressors, comme là ça ne sera pas méchant. Je leur ai dit, de toutes les créatures que Dieu ait créées, même si on n'est pas croyant, qui existent sur Terre, il n'y a que l'homme, du haut de son intelligence, qui est allé lui prendre le lait de notre mammifère. Et vous me l'aviez dit en consultation. Je vous l'ai dit, vous. Si je me souviens. Oui. Et j'ai dit, il n'y a que l'homme, du haut de toute son intelligence, qui est allé chercher un lait de quelque chose d'autre pour donner à sa progéniture. Il dit, le lion dans la forêt, c'est qu'il risque d'être bouffé en état. Ça la met en situation à risque. Et pourtant, elle allaite. Que ce soit la baleine dans l'eau, tous les mammifères allaitent. Et vous avec le lait de leur propre espèce. Avec le lait de leur propre... oui, parce qu'il y a... C'est aussi simple que ce soit. Il n'y a pas plus logique. Et après, ce n'est pas pour rendre mal les gens qui ne peuvent pas allaiter. Oui. C'est pour ça que toujours les gens viennent... C'est bien de faire cette précision. Il dit, en fait, justement, quand quelqu'un arrive dans mon bureau, il peut allaiter, il ressort en se disant, il peut ne pas allaiter. Parce que justement, j'aurai un discours qui va... Oui. Parce que quand le lait artificiel a été créé, ça a réglé le problème des gens. Oui. Il y en a qui sont malades, qui prennent des médicaments, qui ne peuvent pas donner le sein. Un moyen de substitution. C'est un moyen de substitution. Bien sûr. Mais comme elle l'a dit tout à l'heure, absolument. Mais la norme, malheureusement, chez nous, ça a été la norme. Et d'ailleurs, c'est pour ça que
Des fois, j'ai des diarrhées. J'insiste. Quand j'ai fait cette vidéo sur l'eau, c'est la vie, pour expliquer qu'on ne garde pas un biberon, c'est parce qu'il y avait une maman dont son bébé était qu'au sein, qui était hospitalisée, et justement sa sœur, qui n'avait pas d'enfant, elle faisait 10 biberons la veille. Ouais. Elle met au frigo. Elle met 10 biberons au frigo. De lait infantile. Bah oui. Qu'est-ce qu'elle en sait, elle? C'est du lait. Elle fait du lait dans le biberon. Elle se pose, elle fait son lait, elle met dans le biberon, comme ça. Du coup, elle peut le matin, elle peut réchauffer et donner au bébé. Et justement, quand j'explique aux gens que le lait maternel est stérile et le lait artificiel n'est pas stérile, on s'étonne. Aller vers la stérile, c'est quoi stérile? En fait, c'est compliqué quand on est dans une culture, bon, je ne vais pas dire analphabète, mais les gens ont fait les bancs, mais quand tu vas parler de stérilité, de microbes, et souvent, pour faire très simple, je ramène ça au niente. Quand tu viens manger dans un niente à l'heure où le repas est servi, tu n'as pas de problème. Fais l'erreur de venir manger à 20h le matin, tu es malade. Pourquoi? Parce que, oui, parce qu'à l'heure où tu as mangé, on a déjà tout mélangé et les microbes ont commencé à se multiplier. Du coup, quand je donne cette image, je me dis, ah, c'est vrai, j'ai dit oui. Donc le lait, c'est pareil. Tu le fais, tu le bois. Tu le fais pas, tu le gardes pas jusqu'à demain pour le reboire. Tu vas être malade. Et c'est ça que tu fais au bébé. Franchement, c'est plus difficile de gérer ça que le sein. Très constructif, en fait, cette discussion-là. J'en apprends. Et en même temps, ça me fait un peu mal aussi. Me rendre compte que le mal a déjà été fait, comme tu l'as dit, docteur, en fait. Parce que moi, pour ma courte expérience, les internautes le savent, moi, ça fait 4 mois que j'ai accouché. Pour avoir accouché en France et pour avoir accouché au Sénégal, je me suis retrouvée avec des sages-femmes qui étaient étonnées que je voulais allaiter. Ah oui. C'est-à-dire, elles m'ont regardé les grands yeux. Ah, dans le programme Nampal. Même si tu gardes l'enfant dans la chambre. Et moi, ça m'a étonnée parce que je me suis dit, je suis au Sénégal, on en parlait tout à l'heure. Je suis en Afrique. Pour moi, on devrait plus me pousser à allaiter. C'est en France où on m'a vraiment fait cet aspect peau à peau. Vous voulez allaiter, c'est très bien, on vous encourage. Passez chaque instant dans la chambre, voir si l'enfant est au sein. Là, quand elle rentrait dans la chambre, là au Sénégal, les sages-femmes, et voyaient le bébé à mon sein. Ah, qu'on a un peu le café. On le prend à la nurserie. J'étais là, non, je reste avec mon bébé et je l'allaite en fait. Donc, le mal est vraiment profond. Le mal est profond. Ça, c'est le cas de le dire, en fait. Et du coup, là, ça nous permet, en fait, de basculer vers cette réalité culturelle et sociale auquel, en fait, vous faites tous les deux face, en fait, sur le terrain. Et une réalité qui, en fait, est plus compliquée qu'elle n'y paraît. Hein. Parce qu'il y a 2 blocs, en fait. On a le bloc socioculturel et vous faites aussi face à un bloc qui est complètement du domaine médical, en fait. C'est-à-dire, il y a une guerre qui se fait entre peut-être les parents qui ne sont pas assez outillés sur tout ce qui est accompagnement pendant la grossesse, sur tout ce qui est accompagnement après la grossesse. C'est-à-dire eux qui vont là où le vent un peu les mène. Mais là, vous avez une autre guerre en fait avec des médecins. Il n'en fait pas partie. Non. Mais il est la minorité. Il est une minorité. Non, mais tu sais, je vais un peu la taquiner. Vous avez 2 blocs, quoi, là. Il faut être sur tous les fronts, c'est pas facile. Elle, d'ailleurs, tout à l'heure, quand tu as répondu au début, tu as dit, je m'excuse. J'ai dit, Anna, t'inquiète pas, si on est venu ce soir ici, on sait à qui on a affaire. C'est ça. Et justement, aujourd'hui, juste pour t'encourager, tu finiras par être entouré de gens qui t'acceptent comme tu es pour pouvoir construire et peut-être créer quelque chose de nouveau. Parce que, mine de rien, c'est sûr que tu vas créer un problème. Aujourd'hui, venir... Tu sais, c'est quoi être médecin chez moi, avec la blouse Non, mais attends. Anna qui débarque de nulle part, qui te dit, écoute, moi, j'ai pas fait d'études médicales. Écoute, mais c'est comme ça. Attends, c'est évident que tu vas... Moi, du temps de mon père, quand mon père il est prof, les étudiants, quand ils venaient à la maison, ils ne sonnent pas. Ils restaient à la porte. Et ils attendaient que quelqu'un sorte pour qu'ils disent, dis à professeur Diouf qu'elle est là. C'est pas des blagues, hein. Il m'est arrivé de laisser un monsieur à la porte de 8h à 15h parce que moi, je l'ai un peu dit plus tôt. Je suis un peu foufou. C'était des tests humains que je faisais. Je voyais le monsieur, je n'allais pas ouvrir. Et je l'ai laissé à la porte jusqu'à 14h. Et c'est pour te dire à quel point aujourd'hui, prof, cette médecin notion, chez nous, c'est une notion de tu touches pas en fait. C'est ce que je dis, c'est un problème de hiérarchie. Non, c'est fou parce que c'est ça. Non, avant de te redonner la parole, parce que quand je préparais cette émission, j'ai écrit réalité culturelle et sociale.
Bah, je pense que là, en fait, cette réalité-là, on peut peut-être l'insérer dans le social. Ouais. Mais ce n'est pas des questions que j'avais préparées parce que là, pour te dire une question que je vais te poser, c'est quels défis rencontres-tu au Sénégal dans ton rôle de doula, notamment face aux traditions et aux attentes familiales et face aux médecins aussi, j'ai envie de dire. Du coup, là, je le rajoute. Part et d'autre. Massa. Massa. Non, c'est pas facile. Je le rajoute. C'est pas facile. C'est pas facile. Alors, on a d'un côté, le côté sociétal, les tantines, comme je les appelle, le problème peut être réglé facilement en leur parlant directement. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'ai fait une séance postnatale avec une personne que j'avais suivie pendant toute la grossesse et le jour de son accouchement. Des petites difficultés au moment de l'allaitement. Donc, j'avais la disponibilité ce jour-là. Donc, je suis partie la voir directement à la clinique. C'était le premier jour, bien évidemment, le premier jour qui je trouve dans la chambre. La maman et la belle-maman. Donc, les 2 mamies. Les deux mamies. Et puis, le mari qui arrive juste après. Et un bébé qui est constamment au sein parce que l'enfant n'a même pas que 24 heures. Qu'on est habitué. En fait, le problème qu'on a, c'est que... là, on parle beaucoup d'allaitement. Le problème qu'on a, c'est qu'on a tellement... Enfin, le biberon a tellement pris de place qu'on s'attend à ce qu'un bébé au sein se comporte de la même manière qu'un bébé au biberon. C'est-à-dire qu'il tète toutes les 3 à 4 heures. Ouais. Alors qu'un bébé, au début, sa tête limite tout le temps, en fait. Il y a les pics de croissance, oui. il y a ce qu'on appelle les tétés groupés, il y a cette notion d'allaitement à la demande. Et je vois la maman, à un moment donné, qui essaye de me parler un peu discrètement, qui me parle tout bas, et qui me fait comprendre un peu, s'il te plaît, essaye de dire tout, un petit peu que, tu vois, l'allaitement à la demande, c'est normal, etc. Et donc, je me suis permise, à la fin de la consultation, de réunir un petit peu tout le monde, de rassurer, j'ai analysé le bébé, ses freins de langue, etc. Il va bien, il tète bien, juste pour rappeler que, l'allaitement, c'est à la demande. Et en fait, l'idée, c'est de faire comprendre aux aînés qu'un bébé qui tète beaucoup, c'est pas forcément signe d'un lait qui est pas riche, qui est pas nourrissant. C'est pas synonyme non plus que la maman n'a pas assez de lait, etc. Donc ça, c'est assez facile. Donc, il suffit, de dire un petit peu... Et puis, comme les gens comprennent pas toujours, moi, est-ce qu'elle est sage-femme ou pas, donc... Parfois, j'avoue que je profite un peu du syndrome de la blouse blanche. Donc voilà, je pense parfois qu'elle est bon. Si elle dit ça, elle dit ça, c'est comme ça. Les médecins, elle est sage-femme, c'est son travail. C'est son travail. Ça, c'est assez facile. Mais le bloc des médecins, moi, j'arrive en mode, j'ai pas fait d'études de médecine. Dans le collimateur, quoi. Donc, et moi, en fait, j'ai très vite compris que quand je devais... Et c'est pour ça que je fais très attention sur les réseaux sociaux. Tout ce que je dis est backé par des études. Parce que moi, ça fait 4 ans qu'on essaye on m'attend en tournant. Je le sais moi, je sais que parfois, je dis des choses en story. Je sais pas qui sont les poucaves, mais je sais que je me retrouve parfois avec des hordes de médecins qui ne me suivent pas. Et quand je regarde qui a vu ma story, je vois que, lui, il est là. Ok, d'accord. Je sais que mes stories ont été envoyées. Donc, je suis obligée de tout baquer par des études parce que je sais qu'on m'attend en tournant. Et je veux pas qu'on puisse dire... Moi, je ne veux pas me retrouver dans une situation où on dit... Anna, elle fait de la pratique illégale, entre guillemets, de la médecine. Non, moi, je fais du conseil, de l'expertise. Par contre, tout ce que je dis est baqué par des études. Et donc, les médecins, sur les réseaux... Alors, il y a ceux qui sont très ouverts et qui sont OK pour discuter avec moi. Et il y en a, je tiens quand même à le dire et je les remercie. Il y a le Dr Diouf, il y en a d'autres. Je suis assez proche de certains gynécologues. Il y en a d'autres où je sais que c'est froid sans qu'on se soit parlé, je sais que ça peut être froid, mais eux, en fait, quand ils ont des personnes que j'accompagne, moi, toutes mes mamans, je leur dis, ne dites pas, je veux accoucher comme ça, sans péridurale, parce que pour le plaisir d'eux. Moi, dans mes projets de naissance, celles qui ont mes projets de naissance, mes templates, entre parenthèses, il y a toujours marqué recommandation de l'OMS. Celles qui sont en France, j'accentue sur recommandation de la HAS, Haute Autorité de Santé. Celles qui sont aux États-Unis, recommandation de ACOG, Association des gynécologiques et obstétriciens américains. Toujours baqué par des études. Parce que moi, en fait, je les attaque, entre guillemets, sur leur terrain. Tu es médecin, je vais te donner des études médicales. Il n'y a pas de souci. Et tu vois, c'est qu'on dit tout à l'heure sur le pédiatre a dit, là, tu vois. Une avocate. Là, tu sors directement les recommandations. Parce que justement, Anna a dit, ça passe pas du tout. Au contraire. C'est tellement important. Et puis, je pense qu'aussi, les attaquer sur leur propre terrain. Et puis, au-delà de ça, en fait, au-delà de les attaquer sur leur propre terrain, ces études-là dont tu parles, elles sont importantes. Parce que non seulement elles nous apprennent à nous-mêmes, mamans, ça nous rassure aussi d'autant plus. Ces mamans te font confiance, mais toi aussi, tu apprends, en fait. Tu continues d'apprendre tous les jours et puis ça rassure d'autant plus. En fait, c'est important. Moi, je suis obligée d'apprendre. C'est-à-dire que la certification que j'ai pour être éducatrice périnatale, ou en anglais Childbirth Educator, de chez Lamaze, moi, tous les 3 ans, en fait, je dois me réaccréditer
je dois avoir un certain nombre de points. En tout cas, ça, c'est le système américain. Moi, je n'ai que des certifications américaines. Et en fait, tous les 3 ans, je dois prouver que je suis à jour. Parce que moi, j'ai signé un code éthique quand je suis devenue éducatrice périnatale. Bien sûr. Je dois fournir des recommandations qui sont neutres. En anglais, on appelle ça evidence-based. C'est-à-dire qu'en fait, je ne donne que des choses qui sont basées sur des faits, des études empiriques avec des échantillonnages. On m'a appris même à être sûr que telle étude est vraiment valide. Voilà. En tout cas, moi, dans ma formation, c'est le cas. On ne peut pas se baser sur telle étude qui a été faite sur 20 personnes seulement. Non. Ou alors, s'il n'y a pas assez de sujets, si ça n'a pas été assez creusé, je dis, voilà, il existe telle étude. Bon, on ne peut pas dire que c'est été fait de méthode empirique sur laquelle on peut se baser, mais il y a un début qui est là. Parfois, j'ai aussi des mamans qui me demandent mes propres expériences, moi, personnelles, même si je ne suis pas tenue de le faire, mais ça m'arrive qu'on me demande, voilà, personnellement, ce qu'il fait. Ce qui rassure aussi, c'est, voilà, on sait que j'ai accompagné plusieurs personnes, notamment celles qui sont en France, au Canada. On me demande alors, est-ce qu'il y a aussi ton expérience professionnelle basée sur d'autres accompagnements, ce qui se fait dans d'autres hôpitaux. Donc, c'est comme ça que j'essaye de fonctionner. Mais oui, la mise à jour est très importante. Et je regrette, mais c'est ce qui manque énormément en Afrique. Je ne sais pas si on est sur de l'ego ou... autre chose, parce que bon, on est quand même à l'ère d'Internet et les informations sont là et accessibles, mais il y a parfois un refus de changer certaines routines. Et je le vois notamment chez les médecins. Alors, c'est même pas une question de génération, parce que bizarrement, parfois, j'ai des médecins de l'ancienne génération qui sont en mode, mais oui, mais la grossesse est jusqu'à 41 semaines plus 6, il n'y a pas besoin de déclencher forcément à 40 semaines, etc. Donc, c'est pas une question de génération. Et c'est pas non plus une généralité. Et ce n'est pas non plus une généralité. Mais bon, en Afrique, à ce jour-là, malheureusement, on a quand même une majorité de médecins qui n'appliquent pas spécialement les recommandations, notamment de l'OMS. Mais voilà, non, c'est pas toujours facile. En tout cas, à bon entendeur, hein, c'est vraiment là. Non, franchement, pour moi, c'est important en fait de remettre, comme on dit, l'église au milieu du village, faire comprendre qu'une doula, voilà, la mosquée aussi au milieu du village, très important, qu'une doula n'est pas là que pour faire de la figuration, quoi. Moi, c'est pour ça que j'aime bien ces échanges en fait que je tenais à vous avoir tous les deux en fait, parce que pour moi vous abattez un travail qui est extraordinaire et qui est basé sur des choses véridiques. Les réseaux sociaux, tout le monde peut ouvrir une page Instagram, tout le monde peut parler sur TikTok, mais basé sur quoi? C'est ce qui est important en fait. C'est vrai. Et aujourd'hui, pour moi, on devrait vous donner la parole, mais partout, mais sur tellement de plateaux. Pour moi, on devrait vous entendre parce que vous déconstruisez certaines réalités, mais avec bienveillance. Et c'est important, en fait. Nous, on est un peu une génération de nouvelles mamans qui veut aller à l'encontre, en fait, des vieilles tantines, comme tu dis, ou des médecins qui sont un petit peu de la vieille école. Et sans armes, en fait, vous êtes nos armes un petit peu parce que vous nous permettez, comme tu disais, de dire docteur a dit, cher a dit, Anna a dit. En fait, c'est un peu nos appuis, en fait, quand on va vers nos mamans. Ça me permet de me tourner vers toi, docteur. Quand je suis arrivée dans ton cabinet, je me souviens, première chose que je t'ai dit, je vous ai dit à ce moment-là, je vous voyais, ma mère veut donner du miel à mon bébé, s'il vous plaît. Dites-moi quelque chose de concret que je peux amener à la maison pour qu'elle me lâche. Et là, tu as partagé avec moi une expérience qui était tragique. Tu m'avais raconté dans un stage où un bébé... moi, c'est la seule fois que j'ai eu ça. Voilà, et malheureusement, le botulisme, c'est fatal. Voilà, le botulisme qui est fatal, en fait. Et ça a marché. Ça a marché. Elle m'a même dit, ah là là, pourquoi ne parle pas de mort là. Mais comme ici, en fait. Parce qu'on se dit, ce sera pas nous, mais le jour où ça tombe sur nous, bah, ce sera fatal, en fait. Et là, ça me permet de poser... Tu coupes rapidement sur ça, parce que c'est un sujet toujours qui revient tout le temps. Et en fait, c'est important de le dire, parce que, d'ailleurs, pour ne pas donner d'idées reçues, quand quelqu'un va te demander, ma mère va donner du miel au bébé, tu ne peux pas lui dire parce que c'est interdit. D'accord? Et la réponse, c'est que tout simplement, il y a cette bactérie qui aime vivre dans le miel. Bon, une forme de cette bactérie, la spore, mais en tout cas, il faut comprendre que le système immunitaire des bébés, il n'est pas assez la flore intestinale n'est pas assez mature pour l'empêcher de se développer. Pour dire que ce n'est pas une forme industrialisée ou industrielle ou une forme plutôt naturelle, ça n'a rien à voir. Parfois même c'est l'inverse, on se dit non, justement c'est du vrai miel. En fait, il faut juste savoir que c'est le miel. Moi j'ai eu ce cas-là une fois à l'hôpital. J'en ai eu qu'un seul. Et là, quand j'ai dit ça aux gens, j'ai dit bon, c'est très rare parce que bon, je suis sûr que même moi j'ai déjà eu du miel parce que ma propre mère m'a proposé du miel pour mon fils quand il avait mal au ventre. Et j'ai dit maintenant vous faites ce que vous voulez. Et vous savez c'est quoi la raison? La raison elle est là. Maintenant c'est vrai que malheureusement pendant longtemps on a interdit. C'est comme l'eau, on interdit. On interdit au lieu d'expliquer, ce qui fait que les gens ont du mal à faire comprendre aux parents. Et bon, c'est bien d'expliquer aux gens. D'ailleurs, c'est pour ça que cette page existe, c'est pour expliquer les choses à des niveaux de compréhension globale.
Pas la peine qu'on ait fait médecine, pas la peine qu'on ait lu tout plein d'études, mais juste qu'on comprend et dit, ah, c'est logique. Et de là, maintenant, on sait quoi faire pour notre enfant. Et il faut toujours ramener ça à l'enfant. Mais justement, on va en profiter. Hein. Tu vas répondre à cette question. Comment ces pratiques culturelles influencent la santé et le suivi des nourrissons, en fait? Parce qu'il y a tellement de pratiques culturelles, en fait, qui sont parfois dangereuses. Il y a des pratiques, c'est pas grave. Dans la forme comme ça, on le dit, bon, allez, grave ou quoi. Wow. Non, on peut dire qu'il y a des bonnes pratiques. Voilà. Il y a des pratiques. Il y en a qui sont pas nuisibles. Il y en a qui peuvent nuire à certains. Ouais. Et d'ailleurs, on parlait du miel, on parlait de l'eau. Parce que l'eau aussi, j'aime bien expliquer pourquoi on ne donne pas de l'eau à un bébé. Et d'ailleurs, je taquine toujours en disant, vous voyez celle qui est au fin fond du Sénégal, là, qui a son potunda, qui a de l'eau. C'est ça qu'elle va donner à son bébé. Dans la même tasse que tout le monde prend. Donc, ça peut lui apporter des maladies parce que simplement, cette eau n'est pas stérile. Alors que le sein, bah, lui, il n'y a pas de germe. Donc, ça, c'est un. De deux, quand vous allez justement donner de l'eau à un bébé, bah, forcément, il y a un ustensile qui est utilisé, qui devra être lavé. Donc, ça fait un autre billet encore. Maintenant, pour aller plus loin encore, on a des enfants qui vont faire des reflux parce que le lait, il est liquide. Bah, tu donnes de l'eau. Ça rend encore le contenu plus liquide, donc il fait plus de reflux. C'est ça. Troisièmement, il y a des enfants qui vont aimer l'eau. Bah, parce que l'eau, c'est bon quand même. Et ils vont boire plus d'eau que de lait. Ils vont moins grossir. Exactement. Voilà. D'accord? Et donc, tu vois, c'est pour ces raisons qu'on a interdit l'eau. L'eau en tant que telle, ça va tuer personne. J'ai vu une vidéo, on m'a envoyé une vidéo sur TikTok, je pense qu'un enfant a pris une gorgée. Et la femme me demande, est-ce que c'est vrai? Parce que l'enfant était dans le coma, parce qu'il a fait un truc... Hydraulique, ouais, il a bu trop d'eau, là. Oui. D'accord. J'ai dit, bon, c'est pas ça. Et pour finir, je leur ai dit, vous voyez quand vous faites du lait artificiel, vous mesurez l'eau avant de rajouter, pour reconstituer. Donc, comment vous mesurez une eau pour ensuite redonner de l'eau? Et là, on me dit, bah, c'est vrai. J'ai dit oui. Et justement, c'est pour ça qu'on interdit l'eau. Malheureusement, c'est vrai que l'expliquer comme ça aurait été plus simple pour tout le monde, mais l'interdiction est partie. Allaitement maternel, parce que justement, quand les gens choisissent des slogans, il faut que ça impacte. Donc, allaitement maternel exclusif, 0,6 mois. Pas d'eau, parce qu'on voulait éliminer le miel. On voulait éliminer le torcantal. À la naissance, on donne des gouttes au bébé. Donc, ça aussi, on voulait l'éliminer. Et c'est pour ça qu'on a éliminé l'eau, j'imagine, dans le même délire, pour justement ramener le lait à la position, parce que le lait, bah, il a été sapé, hein. C'est un roi déchu. Hein. Ah oui, c'est quelque chose, c'est vraiment un élément qui a été remplacé. Et les pratiques, c'est un peu ça. Après, il y a aussi l'amaillotage, voilà. Hein, le neup qu'on va faire chez nous pour faire prendre du poids. Quand j'étais à Tivaouane, j'ai galéré énormément. Et je me souviens encore de ce couple à qui j'ai dit, parce que la maman arrive, le bébé était tout en sueur, il n'avait pas pris de poids. Et je suppose qu'il y a même... de carité. C'est notre pratique. Et même quand j'étais à Albert Royer, chaque soir, tu voyais des mamans arriver avec toute la famille. Tout le monde arrive avec le bébé. Le docteur, il a de la fièvre. Tu regardes, tout le monde est inquiet. Tu vois l'enfant, il a de la fièvre. Hein. On est en plein mois d'octobre, il fait chaud. Hein? Et là, tu déshabilles l'enfant, tu es parti. Là, tout est mouillé. Tu sors l'enfant. Et dès que tu déshabilles l'enfant même, tu vois son visage. Il respire. Il respire. Après, merci. Au bout de 3 minutes, je le rends l'enfant. Il dit, ah, il n'est pas malade, il n'y a pas de bilan à faire. J'ai dit, non, il avait chaud. Il est trop couvert. Il est trop couvert. Il regarde sa maman comme ça. Je t'avais dit. Parce que oui, c'est souvent les mamans sentent ça, que l'enfant est trop couvert. Mais on leur impose ça parce que par défaut, on dit que c'est ça pour prendre du poids. Parce qu'effectivement, il faut le couvrir. Ouais. Et malheureusement, on le couvre trop. Il faut un juste milieu, quoi. Voilà, il faut un juste milieu. C'est des humains. C'est ça. C'est ça, il y a plusieurs pratiques comme ça qui sont nuisibles. Et malheureusement, ça perdure. Mais justement, la déconstruction, et même toi aussi, Anna, hein, par rapport à ce que tu fais auprès des femmes enceintes, ou même avant, enfin après aussi plutôt, et vous, docteur, ce que vous faites au niveau des enfants, l'accompagnement, on est à Dakar aujourd'hui, bon, la vidéo, ce sera sur une plateforme qui est internationale. J'espère qu'elle touchera beaucoup de gens, mais c'est vrai que nous, aujourd'hui, notre cible, elle est beaucoup plus africaine, si je puis dire. Est-ce que ce soit toi, docteur, comme toi, Anna, vous avez dans le futur des projets d'aller dans des zones beaucoup plus reculées pour faire connaître justement le métier de doula? Ou toi, docteur, les vidéos, certes, elles sont aussi virales, mais aller au plus près de ces populations, par exemple, retourner à Tivaouane et leur faire comprendre de vive voix, pas à travers une vidéo, déconstruire toutes ces mythes, toutes ces pratiques. Et toi aussi, Anna, en fait, faire comprendre qu'une doula, qu'une personne qui est enceinte, qui vit la grossesse et le postpartum et tout ce qui s'ensuit après, a besoin d'être accompagnée sur le plan émotionnel, sur le plan psychologique, parce qu'à Dakar, oui, ça commence à être un peu plus vulgarisé et on s'en réjouit.
Je salue d'ailleurs le docteur Tony Fall, avec qui on avait beaucoup parlé de périnatalité, ou encore Betty Jam, qui est un centre qui fait un travail extraordinaire. On s'en réjouit. On sent que ça commence à prendre, même s'il reste encore beaucoup de travail, mais ça s'arrête à Dakar. Est-ce qu'au fin fond du Sénégal, est-ce que vous pensez à eux, en fait, à toutes ces personnes qui vous suivent à travers TikTok et autres, et qui peut-être un jour aimeraient vous voir? Alors moi, malheureusement, il y a la barrière de la langue. Je ne maîtrise absolument pas le Wolof, donc c'est très compliqué pour moi. Tu vas apprendre. Tu as une certification américaine, tu vas apprendre. Non, vous allez ensemble, comme ça. Ah, mais je coupe, ça laisse finir. Après, là où justement il y a une différenciation, c'est que moi, je ne suis pas issue du corps médical et que, alors j'essaye de faire les choses à mon niveau, je travaille avec pas mal d'ONG, etc. Mais mes services restent payants, je ne suis pas issue du public, etc. Donc, il y a aussi cette réalité qui est que ce n'est pas forcément accessible à la bourse de tout le monde, même si je mets en place des facilités de paiement, etc. Par contre, ce que j'aime bien faire, c'est plutôt former celles qui sont encore plus proches que moi de la population. Donc, il y a quelques mois, j'avais participé à une rencontre avec les fameuses badiennes, qui sont un peu les anciennes matrones. C'est super. Voilà, exactement. Toujours vêtues de rose et tout. Qui, elles, sont vraiment encore plus au contact de ces genres de populations dans les zones reculées. Et c'est ce que j'essaye plutôt de faire. Donc, une transmission à celles qui sont au plus proches mais c'est déjà excellent. Des populations. Et moi, de mon côté, c'est comme ça que j'essaie au maximum de faire. C'est plutôt dans la transmission de ces professionnels. Mais c'est beau, c'est un duo Doula Badianougor. Moi, oui, non, quand j'aime bien ce mix. J'allais même te dire que c'est ça, en fait, qui est plus possible. Parce que tu vois, aujourd'hui, la pédiatrie, c'est pas que la déconstruction des idées reçues. Aussi, il n'y a pas que ça. Tout n'est pas combat. Oui, tout n'est pas combat. C'est-à-dire que derrière, il y a effectivement des enfants malades, il y a des pathologies, il y a beaucoup de choses. Et du coup, transmettre, et d'ailleurs, la transmission, elle prend tout ce sens. D'ailleurs, moi aussi, j'ai changé ma DA parce que dernièrement, j'ai eu beaucoup d'étudiants qui me suivaient, qui me donnent des conseils par rapport à comment examiner cet enfant, et j'ai apprécié. C'est pour ça que tout à l'heure, à la question, j'ai dit oui, je vois que c'est apprécié parce qu'on arrive aussi à transmettre d'autres valeurs. C'est ça. Qui permet aux gens... Quand j'ai fait la photo d'un enfant dont je regarde la gorge, il y a un pédiatre qui m'écrit, il dit, comment tu fais pour regarder la gorge d'un enfant? Il dit, OK, on va voir. Et il m'a fait un retour pour me dire, Doc, je regarde la gorge des enfants. C'est magnifique. Tu vois? C'est incroyable, ça. Parce qu'il n'y arrivait pas, en fait. C'est pas que... Non, et justement, c'est pas... À qui il va demander, j'arrive pas à examiner une gorge d'un enfant. Je suis pédiatre. Tu es censé examiner la gorge des enfants, mais tu vois? Et justement, ça permet justement... Et c'est pas un pédiatre d'ici, il était à Madame. C'est plus compliqué, les réalités sont tout autres. Et donc, donc ça lui permet de gérer. Et justement, c'est ça, cette transmission qui est faisable. Et après, je suis toujours très ouvert d'esprit. Moi, je vis où la vie mène et surtout des opportunités peut-être d'échanger, de former et de transmettre ne manquent pas. D'ailleurs, moi, j'ai une ONG avec qui je fais beaucoup de sorties et on fait toujours des petites formations. C'est-à-dire que nous, quand on va aller faire une campagne médicale, j'ai vite arrêté les campagnes quand les gens m'appellent parce que souvent c'était politisé. Oui. Et donc, je les fais qu'avec mon ONG. Et nous, quand on les fait, on essaie d'avoir un certain impact. D'ailleurs, il nous arrive même de suivre les gens sur 3-4 ans parce que justement, on tient à avoir réellement soigné les gens. Et pour le faire, chaque fois qu'on arrive dans un endroit où il y a beaucoup de L7, c'est des yeux marrons, là, Botou Café, on va se permettre de faire un cours de formation aux gens qui sont là pour leur expliquer la maladie réellement, pour qu'ils comprennent et ensuite ils pourront mieux gérer. Et c'est pareil quand on va trouver des gens avec beaucoup d'eczéma, on va les former et on les forme et ça on le fait et c'est quelque chose que je fais depuis longtemps et que j'espère qu'il pourra se faire à plus grande échelle. Les vidéos c'est juste, comme tu dis, viral ou pas, c'est vraiment quelque chose que je fais qui me plaît beaucoup et quand je vois que ça aide, je suis très content. D'ailleurs, c'est pour ça que je continue, parce que je vois que ça aide. Et après, si on peut toucher plus de gens via d'autres formes, on le fera. On ne reculera pas. Tourner peut-être, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. Tourner dans le Sénégal, dans l'Afrique. C'est toujours intéressant de partager. On amènera Anna par les Bambara. C'est ça. Le Bambara, c'est une langue qui est très... C'est la première langue que je vais lui apprendre. On va apprendre ensemble, parce qu'elle pourra beaucoup revendiquer. Parce que le Bambara, c'est très fort. C'est très fort. Ça correspond à ma personnalité, ma façon de parler, ma DA. Tout à fait, c'est ta DA. Carrément. Mais honnêtement, les réseaux sociaux, je rebondis sur ce qu'il dit, parce que les réseaux sociaux, en réalité, de nos jours, on parle de la transmission, etc. Mais en fait, même dans les zones les plus reculées, tout le monde est sur les réseaux sociaux. Donc, je trouve sincèrement que le meilleur moyen de nos jours, c'est de continuer à faire des vidéos. Pour rebondir, moi, ça m'est arrivé aussi. Un jour, j'ai fait une publication très choc en ligne avec ma DA.
C'était pour parler de l'épisiotomie, qui est en fait à la base une recommandation, pour pas changer, qui est à la base une recommandation. L'OMS a rappelé en 2018 que normalement on est censé faire des épisiotomies que lorsqu'il y a vraiment une urgence vitale. Par exemple, le cœur du bébé qui ralentit ou qui s'accélère, donc il faut vraiment sortir l'enfant au plus vite. Et en fait, pendant des années, on a fait des épisiotomies, même en Europe. Par exemple, les primipares, on partait du principe qu'il fallait forcément les couper. Et j'ai fait une publication choc un jour en disant « Arrêtez de couper nos vagins ». Voilà. Ah, celle-là, elle a été virale. Des buts en blanc. Je me souviens d'une sage-femme qui s'est trompée. Elle a voulu envoyer la truc à quelqu'un. En fait, elle m'a envoyé à moi en disant regarde ce qu'elle dit celle-là, elle. En disant tu les as affolés. Comment on va faire, etc. J'ai répondu. J'ai dit mais comment tu veux faire? J'ai dit mais regarde. Je te jure, elle m'a répondu. Et en fait, il y a des sages-femmes qui n'osent pas le dire publiquement. Mais je sais que je suis énormément suivie par la communauté médicale. Ah oui. Il y a des gens qui me suivent en sous-marin. Ah. Moi, je sais que j'ai une sage-femme en particulier. Mais abonnez-vous, s'il vous plaît, cher médecin, abonnez-vous. Elle se reconnaîtra. Mais elle me dit, tu sais, moi, il y a des choses qui ont changé dans ma pratique que je ne faisais pas avant. Par exemple, maintenant, elle me dit, elle pratique au Sénégal en me disant, je demande même le consentement, je dis par rapport au toucher vaginal. Mais franchement, c'est des choses, tu m'as ouvert des choses, je ne savais même pas. Et du coup, cette fameuse publication sur arrêter de nous couper le vagin, en fait, il y a plein de personnes qui sont venues me dire, j'aimerais bien avoir les études dont tu parles, etc. Alors que les études de l'OMS, c'est gratuit, c'est accessible partout. Et d'ailleurs, ce que je déplore, parce que souvent, parfois, on vient me dire, oui, mais ça, c'est à destination des médecins. J'ai dit non. Même, par exemple, les recommandations en France de la HAS, c'est écrit en gros sur leur site que les recommandations sont à destination du personnel médical, mais aussi des parents, ceux qui sont en attente de leur enfant, etc., pour ouvrir, en fait, on est tous concernés, leur connaissance sur le sujet. Et donc, du coup, j'étais très honorée de pouvoir transférer les dernières recommandations, parce qu'il y en a qui ne savent pas. Donc, les réseaux sociaux, c'est puissant. C'est pas pour rien que vous êtes nos préférés 2.0, là, vraiment. C'est pas pour rien qu'on vous appelle comme ça, franchement. Bon, malheureusement, on arrive déjà presque à la fin de l'émission. Presque. Moi, je le dis souvent à mes invités qu'on pourrait rester parler pendant des heures. Mais aujourd'hui, je le pense encore plus. Je pense qu'il nous faudrait plusieurs épisodes pour parler de tous les aspects de la parentalité et de la maternité. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a fait dans le général et c'est déjà très bien. Et puis, ils sont là de façon très accessible. Les réseaux, vous les connaissez, vous les aurez de façon tout à l'heure en bas de page et tout. N'hésitez pas à aller les suivre si ce n'est pas encore fait. Pour l'heure, on arrive à la partie conseils, messages aux parents. Et Anna, je vais te poser à toi cette question. Si tu pouvais donc donner un seul conseil à chaque future femme, quel serait-il? Écoutez-vous. Vraiment. Magnifique. Écoutez-vous. Même moi, je suis un ajout extérieur. On a la pression des tantines, la pression des médecins. Moi, j'arrive en tant que doula, je rajoute quelque chose. En général, on a souvent la réponse au fond. Parfois, ça va être conforté parce que votre mère vous dit. Parfois, ça va être réconforté parce que moi, je dis. Ou parfois, ça va être conforté parce que le médecin vous dit. Mais en réalité, vous avez beaucoup plus la réponse que vous ne le pensez. Donc, écoutez-vous. Écoutez-vous. Quel beau message, franchement. J'aurais pas dit plus, j'aurais pas dit mieux. C'est pas que tu me poses pas la même question parce que... Docteur, t'as pas d'autres réponses? This is my answer. Non, ce serait trop facile. Alors, docteur. Non, mais sérieusement, c'est un bon conseil. Non, on reste sur la partie aussi message. Docteur, toi, je te demanderai plus quel message essentiel tu aimerais transmettre à tous les parents pour le bien-être de leurs enfants. Tu vois, c'est la même chose, il faut s'écouter, mais bon, t'inquiète. Écouter les enfants aussi. Oui, en fait, il faut toujours mettre l'enfant au centre, surtout quand tu dis quel message donner aux parents. Donc là, on parle des parents de l'enfant, c'est un wajur. Et en fait, c'est toujours mettre l'enfant au centre des décisions. C'est-à-dire que, je le dis parce qu'il y a des parents qui ne sont plus ensemble, il y en a qui sont avec des parents perdus, et les parents en Afrique, les grands-parents vont être dedans. Et justement, il faut toujours mettre l'enfant au centre des décisions. C'est-à-dire que dès qu'on pense pour le bien de l'enfant, j'ai réussi à concilier des familles déchirées parce que j'arrive juste et je mets l'enfant au centre et là, ils ont honte. Ils ne peuvent plus déblatérer parce que l'enfant est au cœur et de là, ils arrivent à trouver des moyens de gérer l'enfant d'une manière humaine parce qu'ils l'aiment tous, l'enfant. Et c'est le message que je peux donner. Mettez l'enfant au centre dans tout ce que vous allez faire, que ce soit son papa qui décide, sa maman qui décide. Dès que vous mettez l'enfant au centre, vous redescendez à son niveau, c'est parfait. Il n'y a plus besoin de tourner autour du pot. On sait déjà comment on va décider la chose. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne depuis que j'ai le mien. Et c'est toujours ce que j'ai dit aux gens, mettez l'enfant au centre de tout ce que vous allez faire. Écoutez-vous, mettez l'enfant au centre. C'est des messages en tout cas fort de sens. Franchement, c'est important. C'est s'écouter.
Et puis la maternité, une fois dans la parentalité, mettre cette même enfant qu'on a chéri pendant la maternité et de le mettre au centre, ça a tout son sens en fait. Ça a tout son sens. Merci beaucoup Anna, ça a été un plaisir de te recevoir. Un dernier mot. Merci. Écoutez, moi merci de m'avoir accueilli ici. N'hésitez pas à prendre les renseignements qu'il faut. Vous pouvez me suivre sur la page, poser des questions. Je suis généralement assez accessible. Je ne fais pas, par contre, de diagnostic ou de conseils personnalisés. Mais en tout cas, je suis hyper accessible. On peut me parler en MP assez facilement. Et puis voilà, le mot de la fin, on devrait avoir plus d'initiatives de la sorte afin de pouvoir porter les messages un petit peu plus loin sur ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. En tout cas, j'espère qu'on vous entendra vraiment ailleurs parce que les messages que vous avez à passer sont très, très importants. Merci beaucoup, docteur. Réel plaisir de t'avoir eu sur ce plateau. En plus, top. Avec Anna combiné, le rêve. Ouais, j'avoue que c'était une belle émission. En tout cas, une belle heure qui est passée vite, j'ai l'impression. C'est vrai. Très vite, j'ai pas senti du tout. Non, j'ai vu le sablier là. Et oui, même moi, j'ai regardé, j'ai dit, ah, déjà? Je te jure. Je crois que j'ai rien à faire, mais bon, j'aimais bien avoir. Non, tu sais, j'aime bien avoir toujours ces moments où on te force à réfléchir et à faire des relations. Parce que la journée est trop courte. Important. C'est vrai. Le temps où tu finis tout ce que tu as à faire, c'est pas toujours où tu as le temps de réfléchir. C'est ça. Et de faire des analogies. Et quand tu poses des questions, tu me forces à réfléchir. Et voilà, c'est bien d'avoir un peu cette doula à côté, là, qui veut plus s'appeler Samadoula. Mais c'est pas grave. Moi, je lui garde ça. Sounou-doula, on va l'appeler comme ça. Sounou-doula par force. Et bon, vraiment un plaisir. Et voilà, et j'espère qu'effectivement, on pourra porter des messages partout où il faudra les entendre. Ouais, je l'espère aussi. Amen. J'aime pas trop conclure de manière formelle, mais il faut conclure. En fait, aujourd'hui, je suis obligée de conclure. Là, tu traînes, hein. Tu as fait le mot de la fin. Je suis obligée de conclure, en fait, à la hauteur de la qualité de cet épisode, en fait. Donc, on va conclure comme il se doit, parce que franchement, ça a été un épisode qualitatif. Je vais essayer de conclure comme j'ai ouvert. Ok, on te laisse. Alors, chers téléspectateurs, déjà, merci de nous avoir suivis pour cet épisode inédit, spécial bébé et maman. Ça a été un réel plaisir, en tout cas, de partager ce moment avec vous, avec Anna Diom et le docteur Cheikh Ahmed Tidiane Diouf. Aujourd'hui, donc, nous avons entendu 2 voix essentielles de la parentalité au Sénégal. Donc, je répète, celle d'Anna, qui allie chaleur, humanité, celle du docteur Cheikh Tidiane Diouf, qui veille, je le répète, sur la santé et le développement de nos bébés, entre soutien émotionnel et suivi médical, entre tradition et nouvelles pratiques. Vous comprenez donc que la parentalité se construit à la croisée de ces 2 mondes. C'est en alliant écoute, bienveillance, information et rigueur que l'on peut offrir aux parents et aux enfants les meilleures conditions pour grandir sereinement. Encore une fois, merci à nos invités. Merci également à toute l'équipe technique, particulièrement à Abdul Aziz et au Toftol Studio qui nous accueille tout le temps comme il se doit. Merci également à vous, chers internautes, et j'espère vous retrouver très vite pour un nouvel épisode de Nuance. À bientôt.